on voit apparaître des trucs de degré 3, ou faire ces opérations-là, calculer le centre, calculer le centre, calculer le centre, calculer le centre, donc ça fait 5-6 opérations pour retrouver ce truc-là. Et ça marche quelle que soit la valeur entre 0 et 1 qu'on cherche. Donc, si je reviens en arrière, par exemple, si la valeur sur la courbe que vous cherchez, c'est 0,25, vous prenez à peu près, donc c'est le quart, donc 0,25, on va dire que c'est à peu près là, et vous reliez ça à 0,25, c'est à peu près ici, et vous reliez ça à 0,25, c'est à peu près ici, et puis ensuite vous prenez 0,25 ici, que vous allez relier à 0,25 ici. Et votre point en position 0,25, il se trouve à 0,25 ici. Donc cet algorithme, il marche, quelle que soit la valeur t qu'on cherche. On peut l'appliquer, et donc ça donne exactement le même point. Enfin, c'est une propriété de la courbe de Bézier, encore une fois. Et on peut avoir à peu près le même type d'algorithme pour des courbes style B-spline, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, classique. Et ce qu'on peut dire aussi, enfin que j'espère que vous savez déjà, si on refait l'interpolation à 0,5, l'intérêt aussi, c'est que on obtient comme ça une sorte d'approximation de la courbe qui va se rapprocher petit à petit qui va converger vers la courbe. Donc en fait, l'idée, c'est que vous avez une courbe qui est au départ définie par 4 points de contrôle, donc les points qui étaient là. Et vous pouvez considérer maintenant que vous avez une courbe sur donc une sorte de moitié, la moitié de la courbe initiale. Elle est représentée en fait, et c'est exactement équivalent à ça, par les 4 points de contrôle que j'ai représentés. Et de la même façon, sur la droite, donc ce point-là, ça devient le premier point de la courbe de droite. Donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Et l'union de ces deux courbes donne la courbe finale. Et ce qui est bien, c'est que c'est un algorithme récursif. Et donc vous pouvez réappliquer, et en général en 3-4 itérations. Donc vous prenez le milieu, vous prenez le milieu, vous prenez le milieu. Et là, vous prenez le milieu. Et donc, vous obtenez de nouveau 1, 2, 3, 4 points, avec le point milieu ici. 1, 2, 3, 4 points. Et récursivement, comme ça, vous pouvez converger, en fait, vers la courbe finale. Et donc, ça peut s'appliquer aussi aux surfaces, ce principe de subdivision de Castelgio. Donc, on peut, c'est un peu plus compliqué à faire, mais on calcule les centres des quadrangles là qui sont ici, on les relie par un quadrangle et on prend le centre de ce quadrangle, etc. Et donc on arrive comme ça à retrouver, donc on peut s'en servir de cette subdivision de Castelgio pour calculer directement un point sur la surface, ou alors pour faire des approximations polygonales successives, parce que l'objectif après, c'est évidemment de visualiser la surface sous forme de triangle ou de quadrangle, enfin quelque chose que OpenGL puisse représenter. Alors de plus en plus maintenant, sur les cartes graphiques, on fait directement du lancer de rayons, donc on n'a plus forcément besoin tout le temps de faire une représentation sous forme de triangle. Mais c'est quand même utile à connaître, et puis ça peut être voilà, bien d'avoir une approximation comme ça. Donc, pour le lancer de rayons, c'est
c'est quand même connu, hein, on sait le faire, mais selon le degré des polygones, ça peut être des polynômes, ça peut être plus compliqué. Et éventuellement, parfois, certains passent par une tessellation, mais bon, on essaye quand même de trouver une expression exacte pour trouver l'intersection entre un rayon et une surface de Bézier ou une surface de B-spline. Et une fois qu'on sait comment le faire, en gros, après, c'est des opérations mathématiques à appliquer. Alors, du coup, je vais montrer ça dans un autre code, mais processing. Donc, j'ai pas écrit moi-même, là, mais donc c'est une surface comme je montrais sur les transparents de taille, enfin avec 9 points de contrôle. Donc on a une classe en dessous qui s'appelle Bézier surface là, qui est définie par ce nombre de points de contrôle en I et en J. On peut éventuellement le changer. On assigne des positions aux points de contrôle. Et puis après, quand on dessine la surface, on calcule une subdivision. Et donc, c'est en fait l'algorithme de Castaldo là, qui est utilisé pour cette fonction qui s'appelle compute surface. Donc, c'est un truc. Ah non, pardon. Non, c'est pas de Castaldo. Là, c'est l'évaluation directe qui est utilisée. Et on passe par une interpolation donc, qui est calculée avec la définition de la surface. Et donc, ça donne. Donc, si je reviens sur la définition ici, les points de contrôle, donc ils sont tous dans un même plan, là, ils ont tous la même valeur Y. Et puis après, on s'amuse à modifier la position du point qui est en position 0, 0. Et puis ça, c'est le point central, en fait, qui en donne une valeur Y différente. Et du coup, on obtient un truc comme ça. Donc là, le degré de la tessellation, donc ce que j'appelle tessellation, hein, c'est la conversion sous forme de, là en l'occurrence, des quadrangles. Mais on pourrait après remplacer chaque quadrangle par 2 triangles. Euh, donc on peut le contrôler ici, comme j'ai dit, le nombre de subdivisions, enfin c'est pas vraiment des subdivisions ici, donc c'est comment on échantillonne notre surface. Et est-ce que ça marche si je mets 5? Ouais. Donc voilà, c'est l'échantillonnage, donc 5, on voit 5 ici et 5 dans cette direction-là. Et après, bon, je sais pas quand ça devient compliqué, mais c'est pas hyper rapide hein, sur les machines. Parce qu'il fait le recalcul à chaque fois en plus, donc ça, ce qui est un peu idiot, parce que et donc, on voit que c'est bien une forme courbe. Après, évidemment, ça dépend de l'échantillonnage. Donc, c'est un problème classique d'aliasage en informatique graphique. Quoi, mais on peut comme ça jouer sur la. Je sais pas si je peux aller. Ça tourne moins vite. Mais c'est toujours bien une courbe. Là, on voit des jolis effets de moiré qui sont pas vraiment voulus, j'imagine. Et donc là, on peut pas le changer de façon interactive, mais évidemment, on peut modifier des positions. Une position.
Ça se voit pas très bien la modif que j'ai faite. Voilà, en fait, j'ai allongé, j'ai repoussé un peu ce point-là, là, donc ça change un peu la forme de la courbe. Bon voilà, après, de toute façon, là, on essaye de maintenir les points de contrôle, on va dire, bien écartés les uns des autres, mais en fait, rien ne vous empêche de mélanger les points qui soient un peu dans n'importe quelle configuration, quoi. Après, c'est comme avec les courbes dont on parlait tout à l'heure. Si vous vous amusez par exemple à mettre P3 ici, là, enfin, vous pouvez vous retrouver après avec des problèmes d'auto-intersection de la courbe qui ne sont pas forcément désirables pour des questions de modélisation géométrique, quoi. Dans le monde réel, c'est rare que on s'interpénètre soi-même. Donc voilà, donc après il y a aussi des modèles qui interdisent ce genre de configuration, des choses comme ça mais avec les surfaces de Bézier, on peut faire des choses encore pires si on s'amuse à bidouiller la position des points là en les mettant dans n'importe quel avec des croisements, des trucs comme ça. Alors, quand vous faites de la visualisation, il y a quand même deux points sur lesquels il faut revenir, c'est le calcul de la normale, puisque donc vous avez besoin pour vos calculs d'illumination par rapport à la position de la lumière, tout ça, de connaître la normale quand vous intersectez un point sur la surface. Donc de savoir comment cette surface est orientée pour pouvoir lui appliquer l'éclairage qui va bien, quoi. Et éventuellement, il y a aussi les notions de courbure qui sont reliées, quoi. Alors, on a vu déjà si le point appartient à un triangle, on peut trouver le vecteur normal assez facilement en faisant un produit vectoriel. Le seul souci étant qu'il faut bien faire attention à l'orientation. Donc deux triangles voisins, il faut prendre les sommets pour faire le calcul du produit vectoriel dans le bon ordre, parce que sinon vous prenez le risque que un triangle a une normale orientée dans un sens et le triangle voisin a une normale orientée en gros à l'intérieur de l'objet, alors que l'autre a une normale orientée à l'extérieur de l'objet. Donc ça c'est pour les triangles, mais pour les courbes et les surfaces c'est un petit peu différent. Alors d'abord on va voir le cas des courbes. Donc en fait quand vous êtes sur une courbe, vous pouvez calculer ce qu'on appelle un vecteur tangent. Donc ça, admettons qu'on prend ce truc-là. Donc ça, c'est mon polynôme. Je vais dessiner à la main. Très bien, peut-être. Mais je l'ai bien raté. Bon, c'est pas grave. On va dessiner une courbe. Donc voilà, une courbe. Ça ne doit pas être le modèle de Bézier qui est utilisé là. Mais bon. Et après, donc, quand vous considérez un point sur la courbe, ici, vous pouvez calculer pour ce point un vecteur tangent. Donc en fait, c'est un vecteur qui démarre sur ce point-là et qui a la même orientation que la courbe à cet endroit-là. Si vous prenez un point qui est ici, votre tangente, c'est un vecteur qui va dans cette direction-là. Donc on parle toujours de la tangente en un point. La tangente, c'est défini aussi par rapport à la position sur la courbe. Donc en réalité, le vecteur tangent, il est défini pour un paramètre t, donc il est toujours entre 0 et 1, le long de la courbe. Et en fait, ce vecteur tangent, la définition, c'est que c'est la dérivée de la courbe.
Donc, la dérivée, c'est des trucs sans forcément vous en servir beaucoup. Mais en pratique, ça sert à ça, typiquement. C'est-à-dire que si je reviens sur la définition de par exemple, de la courbe de Bézier, là, on peut calculer, du coup, la dérivée de ce truc-là. Donc, on peut dériver ces expressions-là, 1 moins t cube, etc. Donc, les règles de dérivation, ça deviendra 3 fois. Vous pouvez retrouver ça dans vos cours de première, de terminale, je sais pas. Et ça nous donne donc une expression du vecteur qui correspond à la tangente. Alors, si on veut pas, ou si on ne sait pas, parce qu'il y a certains polynômes qui sont trop compliqués à calculer, notamment les polynômes rationnels, tout ça, alors dans certains cas, la dérivée peut pas être calculée facilement. Donc parfois, on remplace ça par ce qu'on appelle une approximation finie. Donc on fait la différence entre la position d'un point situé un peu plus loin sur la courbe. Donc si j'illustre ici, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la dérivée qui nous donne vraiment directement ce vecteur-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer un autre point. Alors là, je vais le prendre suffisamment loin pour qu'on ne les confonde pas, mais donc un autre point sur la courbe. Et en fait, on prend comme dérivée pour ce point-là le vecteur qui relie ce point-là à ce point-là. Et si on l'étend, on voit que ça fait du coup à peu près la même chose. On passe, alors j'ai un peu de mal à dessiner là, mais à cause des guides de Google, mais il ne veut pas me laisser passer au centre. Il faut que j'arrive à passer au centre du cercle, de relier les deux centres. Et donc, si vous faites ça, vous obtenez une tangente qui n'est pas tout à fait la tangente exacte, mais qui peut être suffisante dans certaines applications. Et après, alors selon les modèles de courbes que vous utilisez, il y a des cas particuliers. Typiquement, dans le cas de la courbe de Bézier, donc je reviens encore une fois en arrière, je suis désolé, je bouge un peu. Permanence dans les slides, là, on sait que dans la courbe de Bézier, par exemple, aux extrémités, par définition, la tangente, c'est le segment P0, P1. Et ici, là, c'est le segment P2, P3. Donc aux extrémités d'une courbe de Bézier, on a un calcul de tangente directement donné par les points de contrôle. Et pour d'autres modèles de courbe, on peut retrouver ce genre de... Et donc, une fois qu'on a le vecteur tangent, on peut calculer ce qu'on appelle le repère de Freinet avec un vecteur normal et un vecteur binormal. Alors là, on retrouve la tangente ici, donc la courbe est représentée comme ça, mais il faut imaginer donc là maintenant que la courbe est en 3D. Donc c'est pas juste une courbe dans le plan, mais c'est une courbe donc avec des points de contrôle qui ont des positions 3D dans l'espace. Et donc il faut imaginer que devant vous, là, vous dessinez avec votre doigt une sorte de courbe, elle n'est pas forcément obligée de rester dans un seul plan, quoi. Vous pouvez la faire aller dans toutes les directions. Et dans ce cas-là, donc on a le vecteur tangent qui donne la direction principale de la courbe. Donc c'est celui-là. Et alors c'est un peu difficile à visualiser, mais il faut imaginer que du coup, à partir d'un vecteur, on peut définir un plan. Okay, quand vous avez un vecteur, à l'origine de ce vecteur, vous pouvez du coup mettre un plan orthogonal à ce vecteur. Donc il faut imaginer que votre vecteur tangent, il suit la courbe comme ça, et il vous permet d'orienter une sorte de carré là, qui se déplace le long de la courbe en suivant toujours son orientation. Et à l'intérieur de ce carré, vous pouvez inscrire deux vecteurs
qui sont eux aussi orthogonaux aux vecteurs tangents, donc A et B, qu'on va appeler normal et binormal. Et ces deux vecteurs, on peut les calculer avec la dérivée seconde de la courbe, ou si vous voulez, la dérivée de la tangente. Donc, pour calculer cette dérivée, c'est pareil, soit on a un calcul exact, soit on fait un calcul approximatif. Et en général, cette dérivée seconde, on peut l'appeler la vélocité. Parce que, donc ça après, je ne sais pas trop quel est votre niveau en maths, mais moi, il n'est pas forcément très élevé. Mais ce qu'il faut comprendre avec la dérivée, pour un vecteur, c'est, enfin, même d'une manière générale, la dérivée, ça représente une variation d'une quantité. La dérivée d'une fonction, ça montre en fait comment cette fonction varie d'un point à un autre le long d'un axe ou au cours du temps, des choses comme ça. Et dans le cas d'un vecteur, donc une courbe, c'est un point qui se déplace pour un paramètre de 0 à 1. Et la variation de ce déplacement, en fait, donc c'est la dérivée. Mais cette dérivée, c'est aussi un vecteur. Et donc, on peut regarder la variation de ce vecteur. Et donc, la dérivée de la dérivée, ça représente finalement l'accélération de la courbe. Donc, il faut imaginer en fait que votre courbe, c'est un peu comme si vous êtes en voiture sur une route. La façon dont vous allez prendre les virages, enfin voilà, si les virages sont très serrés, quoi, vous allez avoir besoin de ralentir pour passer les virages. Et donc en fait, vous allez avoir besoin de changer votre vélocité. Donc oui, il y a une erreur là, Marouane, vous avez raison, c'est l'accélération que j'aurais. La vélocité, on va dire que c'est plutôt la tangente. Et la dérivée de la vélocité, c'est l'accélération. Et donc comme ça, on peut obtenir, donc à partir de cette dérivée seconde, en faisant le produit vectoriel du vecteur tangent avec sa dérivée. Le principe du produit vectoriel, c'est que ça donne un troisième vecteur qui est orthogonal aux deux. Donc du coup, on obtient un vecteur qu'on appelle binormal. Et on peut à partir de là calculer un vecteur normal qui est obtenu par produit vectoriel de ce vecteur binormal avec le vecteur tangent qu'on a ici. Et tout ça, ça permet de définir comme ça un vecteur normal. Alors soit on prend A, soit on prend B en fait, le long d'une courbe 3D. Il y a parfois des problèmes, on va dire, sur ce qu'on appelle des points d'inflexion. Et ça, en fait, ça vient du calcul qui est ici, là. C'est que parfois, la dérivée seconde peut être nulle, ou alors ces deux vecteurs peuvent être collinéaires. Et dans ce cas-là, le produit vectoriel, ça donne un truc indéfini, quoi. Donc, des fois, ce calcul, en fait, peut rater, entre guillemets, en fonction de la courbe. Et c'est en fait au moment où la courbe passe par certains endroits. Donc, si on ne fait pas de correction, on se retrouve comme ça avec une inversion du vecteur normal. Brusquement, on ne sait pas trop pourquoi d'un point à un autre. Donc, il y a après des algorithmes qui permettent de corriger ça. Et pourquoi je vous raconte tout ça, c'est parce qu'à partir de, vous vous souvenez de la, je vais pas revenir en arrière là, parce que si, peut-être si je peux le faire par là. Ah. On avait parlé des modèles d'extrusion, voilà. Donc l'extrusion, c'est vous prenez un modèle 2D et puis vous le déplacez le long d'un segment. Et on avait dit en fait, vous pouvez aussi faire ça le long d'une courbe. On voit un peu ici. Là. En fait, prendre un modèle qu'on retrouve ici et vous le faites bouger le long d'une courbe. Et donc c'est ça qu'on peut utiliser du coup ici pour créer des sortes d'extrusion le long d'une courbe, mais il faut faire il y a ce problème à gérer là de point d'inflexion qui fait que si votre vecteur normal s'inverse brusquement, vous obtenez des trucs un peu bizarroïdes ici. Donc il faut appliquer un algorithme
qui vérifie le long de la courbe en fait que si on rencontre des points d'inflexion, on en tienne compte pour enlever cette torsion un peu là qui se produit. Donc, ça c'était pour les courbes. Enfin, pour le vecteur normal sur les courbes. Et il y a aussi ce qu'on appelle la notion de courbure, qui est liée en fait au calcul du vecteur binormal. Donc en fait, on peut, à partir de la définition du vecteur binormal, calculer une valeur k ici, puisqu'on connaît, enfin une fois qu'on a calculé le vecteur normal, c'est le rapport en fait entre ce vecteur binormal et le vecteur normal, n ici. Alors c'est surtout plus simple à comprendre graphiquement. En fait, la courbure, c'est lié aussi à ce qu'on appelle le rayon de courbure, qui est l'inverse, k, et donc on les voit représentés ici. Et en fait, ce rayon de courbure, il est lié au plus grand cercle. Donc là, c'est un point sur la surface. Et sur ce point-là, on essaye de faire passer le plus grand cercle possible qui ne va pas rentrer en intersection avec d'autres portions de la courbe. Donc on utilise la tangente ici, ça nous donne le vecteur normal qu'on a ici. Là. Et en gros, le rayon de courbure ou la courbure, c'est lié à la plus grande distance qu'on peut utiliser ici comme rayon de ce cercle. Si vous prenez un rayon trop grand, vous allez avoir un cercle qui va intersecter la courbe ici. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est que votre cercle rentre sous la courbe, là, sans avoir d'autres intersections avec la courbe. Et ça représente, du coup, une sorte de mesure de la rugosité de la surface. Enfin, de la courbe à cet endroit-là. Mais on verra que ça peut se généraliser aux surfaces après. Et donc, par exemple, dans le cas d'un point qui est sur une portion de la courbe qui est très plane, pratiquement une ligne droite, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire passer un cercle de taille de rayon infini. Vous pouvez le mettre le plus grand. Si la courbe est entièrement droite ou même descend un peu sur les côtés, là, vous pouvez prendre un rayon infini. Et donc, ça veut dire que ici, la valeur de k, vous pouvez considérer qu'elle est égale à 0. Donc, la courbure est nulle quand on est sur un point de la courbe qui correspond à une zone plate. Et par contre, si on est sur un pic, donc si on est sur une courbe qui fait un brusque changement de direction, là, comme ça, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, parce que oui, il faut considérer le cercle que vous faites passer le plus petit possible, quoi. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ici, on pourrait mettre un cercle ici ou un cercle ici. Donc, en fait, on prend le cercle le plus petit des deux. Donc là, le cercle le plus petit des deux, à l'extérieur, on pourrait faire passer un truc infini, mais par contre, ici, pour mettre un cercle, eh ben, en fait, on n'a pas la place. Parce que vous allez tout de suite intersecter les deux portions de la courbe qui sont sur les côtés. Donc ici, on se retrouve avec un rayon de courbure égal à 0, et donc du coup, une courbure infinie. Donc pour résumer, dans les zones planes, on a une courbure nulle. Dans les zones avec des pics, on a une courbure infinie. Et donc, alors évidemment, l'infini n'existe pas en informatique, donc disons une très grande valeur. Et on va comme ça pouvoir caractériser les différentes portions de la courbe avec une valeur qui va varier de 0 jusqu'à un très grand nombre. Alors tout ça, c'est important parce que, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est que maintenant, quand on veut définir des objets, des surfaces des objets,
on va utiliser des patchs à la place des triangles qui sont par exemple des surfaces de Bézier. Et donc, il va falloir relier ces surfaces les unes avec les autres. Et donc, se pose la question maintenant de la continuité des transitions entre les différentes courbes. Donc là, on a, dans le cas des courbes, une première courbe de Bézier, donc qui est définie par 1, 2, 3, 4 points de contrôle. Le quatrième, il est ici. Et la deuxième courbe, elle est définie par 1, 2, 3, 4 points de contrôle. Et donc, on a nos deux courbes qui partagent un point de contrôle. Et donc, vous avez peut-être déjà vu cette notion de continuité qu'on utilise beaucoup dans la définition des surfaces. Alors, ce qu'on appelle la continuité C0, c'est quand il y a un point de contrôle en commun. Donc là, c'est le cas. Un point de contrôle en commun, ça veut dire on a au moins une continuité, il n'y a pas de trou entre les deux courbes. Forcément, elles vont au moins, quand on va passer d'une courbe à l'autre, on va pas brusquement sauter d'un point à l'autre. On reste quand même sur la définition d'une. Si on considère la courbe complète, il n'y a pas de trou visible à cet endroit. La continuité C1, c'est quand on a une continuité de tangente. Et là, c'est le cas ici, puisque on a dit aux extrémités, la tangente, on peut l'obtenir avec les points de contrôle. Donc si le point de contrôle ici, le point de contrôle ici et le point de contrôle ici sont alignés, donc sont sur la même droite, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une continuité C1 et une continuité de tangente. Et enfin, la continuité C2, donc c'est la continuité de courbure, donc, dont on parlait au transparent précédent. C'est quand la distance entre le point de contrôle ici et le point de contrôle ici et le point de contrôle ici est la même. Alors, j'ai eu une déconnexion, reconnexion. Vous m'entendez toujours là? Allô, allô? Ouais, c'est bon. Donc oui, la continuité de courbure, c'est en fait quand vous faites des algorithmes d'illumination, vous allez avoir à utiliser le vecteur normal pour être sûr que la transition est invisible avec l'algorithme d'éclairage qui éclaire votre surface. Ce qu'il faut viser, absolument, c'est une continuité C2. C'est-à-dire qu'il faut essayer de garantir que la continuité C2 de façon à ce que alors je suis désolé, j'ai des messages qui s'affichent, audio coupé, tout ça, mais non, ça a l'air de recontinuer à marcher. Ok. Oui, donc il faut garantir que la normale va être, que le vecteur normal, il ne va pas y avoir de différence quand vous êtes juste à la fin de cette courbe ici, là, ou au début de cette courbe là. Et donc ça s'obtient avec cette continuité. Donc je répète, l'idée c'est d'avoir le point de contrôle ici qui est au centre du segment qui relie ces deux points. Et là, vous garantissez cette continuité. Alors, certaines familles de courbes assurent cette continuité. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir après l'extension aux surfaces. Et c'est à peu près les mêmes règles. Donc là, c'est des exemples de surfaces de Bézier, donc qui sont l'une à côté de l'autre. Donc là, on voit une continuité C1. Donc, il n'y a pas de trou, mais on voit qu'il y a une transition brutale. Et donc ça risque d'être un truc qui va se voir à l'œil et qui va un peu choquer cette transition qui semble pas très